Donc bonjour à toutes et à tous. Je propose de vous présenter tout d'abord les trois intervenants de cette table ronde. Tout d'abord, Madame Estelle Prié-Ducasse, qui est vétérinaire, membre du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et à ce titre responsable de la commission protection animale. Frédéric Laloy, qui est référent national protection des animaux de rente de la Direction générale de l'alimentation. Et enfin, Fabien Marchadier, qui lui est professeur de droit privé à l'Université de Poitiers. Donc vous l'aurez compris, c'est une table ronde qui d'emblée s'inscrit sous un angle très interdisciplinaire, puisque le droit va y discuter sous un angle beaucoup plus pratique avec des professionnels, notamment donc Madame Prié-Ducasse en sa qualité de vétérinaire. Donc optique interdisciplinaire, et pour ma part, je me contenterai essentiellement de distribuer la parole entre vous, mais tout de même, avant de vous donner cette parole, quelques mots un petit peu introductifs, peut-être sur le sujet même de cette table ronde. Donc le terme important sur cette table ronde et son sujet, c'est bien sûr le mot d'effectivité, qu'on pourrait qualifier de maître mot. Maître mot qui, de prime abord, peut sembler ne pas être vraiment juridique, parce que l'effectivité n'est pas, à proprement parler, une catégorie juridique, et ça n'est même pas, à vrai dire, un mot dont les juristes usent de façon très régulière ou habituelle. À la rigueur, on pourrait peut-être faire exception du droit international public, puisque dans ce domaine, l'effectivité tend généralement à désigner le caractère d'une situation qui existe réellement, autrement dit une situation qui existe en fait, factuellement, et dont le droit, à la suite, va être obligé de tenir compte. Par exemple, l'occupation effective d'un territoire sans maître qui va juridiquement valoir attribution d'un titre juridique à l'occupant. Mais sous cette réserve du droit international public, la notion d'effectivité donc serait plutôt une notion ajuridique ou non juridique plutôt que proprement juridique. Si ce n'est que, comme assez souvent en droit, il faut se méfier des intuitions ou des impressions premières. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que des travaux, notamment de sociologie du droit, ont montré que la notion d'effectivité, et d'ailleurs aussi son contraire qui est l'ineffectivité, donc que cette notion doit trouver place dans la réflexion, y compris dans la réflexion des juristes, s'agissant en particulier de la question de l'effectivité des normes ou des règles de droit. Et par exemple, Carbonnier, dès les années 50, a montré qu'on pouvait envisager d'un côté des hypothèses d'ineffectivité totale de la règle de droit, c'est-à-dire des hypothèses où une norme est totalement inappliquée, ou peut-être aussi totalement inapplicable. Et puis, d'un autre côté, des hypothèses d'effectivité ou d'ineffectivité seulement partielle de la règle de droit, c'est-à-dire des hypothèses où la norme est appliquée, mais où elle n'est pas appliquée de la même manière par tous, ou pas par tout le monde, pas par certains justiciables, pas par certains juges, de telle sorte que dans cette configuration, l'effectivité ou l'ineffectivité dont il est question n'est pas globale ou collective, mais plutôt individuelle. Dans tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'effectivité, elle est alors prise au sens de réalisation dans les pratiques sociales des règles énoncées par le droit, ou pour le dire peut-être un petit peu plus simplement, l'effectivité va alors renvoyer à la question de l'application de la règle de droit. Cela étant, il me semble aussi que l'effectivité doit nous intéresser sous un angle un petit peu différent, mais aussi très lié au précédent, qui est l'angle des bénéficiaires de la règle de droit, c'est-à-dire des individus ou des entités au bénéfice desquels, dans l'intérêt desquels, a été édictée telle ou telle règle de droit. Et dans cette perspective, je me permets de rappeler très simplement cette formule qui est très récurrente dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle la Convention de sauvegarde n'a pas pour objet de garantir des droits théoriques ou illusoires, mais bien concrets et effectifs. Et formule évidemment qui est intéressante parce qu'elle met justement en lumière que l'effectivité se rapporte aussi aux bénéficiaires, comme je le disais, de la règle de droit. C'est pour les justiciables, c'est dans leur intérêt que, par exemple, le droit à un tribunal et plus largement le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression, etc., doivent être effectifs et pas simplement théoriques ou virtuels. Ce que l'on peut dire d'une autre manière, et selon une formule que j'emprunte à un auteur, qui est de dire que si l'effectivité renvoie bien sûr à la question de l'application de la règle de droit, elle peut aussi s'entendre de la production de tous les effets adéquats à la finalité des normes juridiques observées. Or, cette présentation très rapide, j'en conviens, peut suffire, je crois, à donner une première idée de ce qui va être le déroulement de cette table ronde. D'une part, et de façon totalement fidèle à son intitulé, on peut s'interroger, pour commencer, sur le bien-être animal et l'effectivité des règles du droit de l'Union.
Mais d'autre part, et en prenant cette fois-ci un petit peu l'intitulé à revers, on peut aussi s'interroger sur les règles de l'Union européenne et l'effectivité du bien-être animal, c'est-à-dire sur la question de savoir si le droit de l'Union parvient ou est suffisant à assurer effectivement le bien-être des animaux d'élevage, d'expérimentation, de transport, etc. Effectivité des normes de bien-être d'un côté, effectivité du bien-être des bénéficiaires de ces normes, ce seront donc les deux temps structurants de cette table ronde. Donc, premier temps pour commencer, le bien-être animal et l'effectivité des règles de l'Union. Donc, c'est donc ici la question de l'effectivité au sens de l'application des règles de l'Union que je propose d'aborder à travers donc notre panel, sachant qu'à ce titre, et compte tenu de ce que nous raisonnons sur le droit de l'Union, il y a une sorte de problématique préalable qui va nécessairement se poser, qui est celle de l'intégration de la norme européenne dans le droit interne. Puisque ça n'est en effet que sous couvert de cette intégration préalable que va se poser ensuite véritablement la question de l'application des règles de l'Union et toutes les interrogations que cette application va alors pouvoir susciter, qui veille à la bonne application de la norme, comment évaluer, y compris pour le grand public, l'application bonne ou mauvaise, totale ou partielle de la norme, etc., etc. Ce qui va donc dessiner deux sous-distinctions, je pourrais presque dire deux sous-parties dans le premier temps de cette table ronde. Un premier temps consacré à la question de l'intégration proprement dite et un deuxième temps consacré à la question de l'application et évaluation des normes de bien-être des règles de l'Union. Donc je n'en dis pas plus et je propose tout de suite donc sur le premier temps de l'intégration de céder la parole à Frédéric Laloy et Fabien Marchadier, peut-être en commençant par Frédéric Laloy si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Donc alors juste deux mots par rapport à, on va dire, à ma fonction. Donc, on va dire, moi, j'ai la chance, en tant que référent national, d'être le lien entre le niveau national et les niveaux départementaux. Donc, je vais à la fois en élevage, j'échange avec les services vétérinaires d'inspection, je contribue à la définition de la réglementation nationale, je participe à des réunions de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, par contre, j'ai une limite, et je m'en excuse d'avance, c'est que je suis sur les animaux de rente en élevage. Donc, je ne suis pas sur le transport, je ne suis pas sur l'abattoir. Je sais qu'il y a des questions importantes là-dessus. Et donc, je ne suis pas sur les animaux de compagnie ou de loisirs. Donc, tous mes propos vont être concentrés sur les animaux, sur les animaux de rente en élevage, les bovins, les porcs, etc. Voilà. Alors, par rapport à l'intégration, alors j'ai écouté parfois avec une oreille lointaine les différents échanges parce que j'avais d'autres sujets à travailler, mais je crois que ça a été largement abordé. Donc, il y a en élevage, donc il y a 5 directives. Donc, il y a 4 directives spécifiques, pour les pondeuses, pour les veaux, pour les porcs, pour les poulets de chair. Mais ça a été dit, mais j'insiste, il y a une directive généraliste qui s'applique à tous les élevages. Donc la directive 98-58, et donc chacune de ces directives, chacune de ces 5 directives ont été transposées en droit national, donc par des arrêtés ministériels. Ensuite, alors quelle est la différence entre ces directives et les arrêtés? Pour faire court, donc s'il y a des questions, je pourrais y répondre, mais on a des copier-coller à quelques virgules près. Donc, on peut dire que contrairement à certains États du Nord, on n'a pas forcément rajouté, on va dire, des couches et des couches de réglementation franco-française. Et effectivement, c'est plutôt notre vision côté ministère de l'Agriculture. Donc, ça a été dit aussi, on est dans un marché concurrentiel et donc on souhaite que la réglementation elle soit essentiellement européenne et qu'elle s'applique du coup déjà à tous les éleveurs européens. Néanmoins, il y a quand même un peu de réglementation spécifique et on va dire, si je reviens sur l'actualité, les choses bougent pas mal, par exemple sur la filière porcine. Donc, il y a un nouvel arrêté ministériel le 24 février 2020. On a ajouté un certain nombre de règles en matière d'abreuvement, d'alimentation, de matériaux d'enrichissement. Et puis, donc ceci parmi d'autres choses. Il y a des choses aussi en matière de formation des éleveurs. Et puis, historiquement, on a des articles du Code rural sur lesquels nous nous appuyons régulièrement lors des inspections. Pour n'en citer qu'un, donc l'article R214-17 du Code
rurales, donc avec l'interdiction de priver de nourriture, d'abreuvement ou de laisser sans soin, notamment les animaux. Merci beaucoup. Alors, je passe tout de suite la parole à Fabien Marchadi, qui, je pense, voudra un petit peu prolonger ces premiers éléments-là, et puis peut-être aussi partir vers la question de la sanction aussi en cas de non-transposition. Alors justement sur l'intégration, c'est vrai qu'en droit de l'Union, bon, ce sont des choses connues, mais on peut le rappeler, hein, au niveau des actes, hein, l'intégration ne va pas être envisagée de la même façon selon qu'on est en présence d'une directive ou d'un règlement, hein, puisque le règlement va être obligatoire dans tous ces éléments et d'effet direct. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est en présence d'un règlement qu'il n'y a pas des problèmes d'intégration qui vont se poser. Mais ça, c'est peut-être plus dans la mise en œuvre pratique et dans la réception et dans la compréhension des normes, parce que qu'on soit en présence des directives ou des règlements, en cette matière, les textes sont largement similaires, largement convergents, hein, dans les énoncés et surtout dans leur structure. C'est-à-dire qu'on a des textes, alors ça varie dans le temps. Voilà, les premiers textes européens étaient très brefs. Ils se sont considérablement épaissis au fur et à mesure de leur révision, hein. La directive de 74, hein, sur l'abattage, c'est une demi-page. Bon, aujourd'hui, le règlement de 2009, il est beaucoup plus épais. Mais à chaque fois, il y a un renvoi pour la mise en œuvre de ces prescriptions à des annexes, voilà, des annexes techniques qui vont détailler ce qu'il faut entendre par un certain nombre d'obligations qui sont énoncés par ces articles. Alors, bon, ça c'est le premier point, hein, distinction selon les actes. Quant à la teneur de la transposition, alors Monsieur Laloy l'a rappelé, enfin, disons que ce sont des directives, voilà, on se pose toujours la question, est-ce que ce sont des directives d'harmonisation minimale ou d'harmonisation maximale? Ce qui est certain, c'est que tous ces textes laissent aux États, c'est mentionné expressément, hein, dans les dispositions terminales, laissent aux États la possibilité d'aller au-delà dans les standards de protection des animaux. Alors, pour autant, cette faculté qui est laissée aux États dans l'intégration à maxima ou même supérieure de ces exigences européennes est quand même fortement limitée, puisqu'il faut aussi préciser expressément que cette transposition, que le surcroît de protection conféré aux animaux doit se faire dans le respect des traités et donc dans le respect de la libre circulation. Donc, ce n'est pas parce qu'un État va adopter des normes de bien-être plus élevées que ce qu'exige le texte européen, eh bien que cet État pourra s'opposer à la circulation des marchands, enfin des produits agricoles, en provenance d'États qui appliquent des standards de protection beaucoup moins élevés. Alors, je crois que ça avait été évoqué un peu par Claire Vial ce matin dans la jurisprudence sur le Royaume-Uni et l'exportation des animaux en Espagne. Voilà, il y a cette limite qui restreint forcément l'intention ou la volonté des États d'aller au-delà dans les standards de protection. Alors pourtant, c'est pas inutile, hein, cette liberté qui est laissée aux États, parce que si un nombre significatif d'États adoptent des standards de protection plus élevés, c'est aussi un indice qui va être pris en compte par la Commission, par les institutions européennes, pour proposer de nouveaux textes et pour aller au-delà, hein, pour approfondir la protection qui est accordée aux animaux. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, sur les sanctions ou sur les risques en cas de non-transposition, donc ça c'est l'hypothèse du recours en manquement. Alors, j'ai regardé un peu dans la jurisprudence de la Cour sur les recours en manquement, ou alors j'ai fait une mauvaise manipulation quand j'ai rempli le formulaire de recherche, mais les recours en manquement à propos de la transposition, de l'intégration des textes européens, il y en a une poignée. Oui, alors Alice, oui, tu confirmes, hein, enfin, c'est ça, oui, il y en a 5 ou 6, et puis essentiellement sur des textes en plus qui sont plus en vigueur. Voilà, il y a toute une première série d'arrêts sur la transposition de la directive 86, bon, la première directive expérimentation animale. Et puis voilà. Et puis il doit y en avoir un recours récent sur la transposition de la directive sur la protection des poules pondeuses à propos de l'interdiction du commerce des cages aménagées, mais qui de toute façon, voilà, c'est une interdiction, c'est inscrit dans la directive qui devait être effective dans les États, je crois, en 2012.
quelque chose comme ça, 2012 ou 2013, et voilà, il y a un État qui n'avait pas interdit cette modalité d'élevage. Donc, ce qui semblerait indiquer que du point de vue de l'intégration, c'est-à-dire de l'opération juridique de transposition des directives ou d'application des règlements, si on se réfère simplement au recours au manquement, il semblerait qu'on soit à un taux d'intégration parfaitement satisfaisant. Après, bon, j'en terminerai par là dans un premier temps, après si M. Laloy ou Mme Preez-Ducasse va intervenir, c'est que dans ces textes, au-delà de l'énoncé, parce que ça c'est facile de reprendre un dénoncé, voilà, et de l'intégrer dans l'ordre juridique, après il y a la compréhension et la marge de manœuvre que laisse cet énoncé. Voilà. Et ces marges de manœuvre, elles sont assez importantes parce que globalement, les normes qui sont inscrites dans ces textes sont plutôt faiblement contraignantes et faiblement sanctionnées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de renvois à des guides de bonne pratique, à des lignes directrices. On renvoie beaucoup aussi sur la mise en œuvre aux États, et les États peuvent aussi renvoyer, et même la directive renvoie sur les propriétaires, voilà, notamment en matière d'élevage. Les personnes qui doivent être formées, c'est une formation faite par le propriétaire qui donne quelques indications au terme de la directive, mais quelques indications en termes de bien-être animal. Ce qui surprend quand on se contente simplement d'une personne qui a été formée comme ça, qui est la personne formée, la personne compétente pour procéder à des opérations de mutilation, par exemple. Voilà, c'est même pas un vétérinaire qui, au sens de la directive, doit procéder à un certain nombre de mutilations. Donc faiblement contraignante avec ces autant que possible, si nécessaire, dans la mesure du possible. Voilà, on retrouve beaucoup de ces expressions qui accompagnent les obligations et les interdictions inscrites dans ces textes. Et puis quant aux sanctions en cas de violation de ces prescriptions, on a toujours cette formule récurrente dans les textes européens, des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées. Et là, on a l'impression que les États ont surtout retenu le mot proportionné, parce que, par exemple, en France, toute méconnaissance de ces prescriptions sera sanctionnée par une amende par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 750 €. Avec parfois des résultats un peu surprenants. On a évoqué les enquêtes de L214. Il y a un abattoir, je l'avais relevé, l'abattoir du Bois-Chaud, je crois, où il y avait des manquements, énormément de manquements à la législation sur le bien-être animal. Je crois qu'il y a eu 80 000 € d'amende, mais seulement 2 000 pour des infractions liées à la maltraitance des animaux. Bon, voilà le point de vue que je pouvais apporter sur la question de l'intégration. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Frédéric Laloy ou Estelle Prié-Ducasse veulent tout de suite réagir. Moi, j'aurais peut-être une ou deux observations à faire, le cas échéant, mais je vais commencer par leur laisser la parole. Pas de réaction souhaitée pour l'instant? D'accord, très bien. Alors, moi, juste deux petites choses qui me venaient à l'esprit en t'écoutant. Alors, la première, c'est peut-être le pénaliste en moi qui se réveille un peu trop. Sur la question de l'aspect dissuasif des sanctions qui sont prévues, effectivement, on a essentiellement affaire à des contraventions de 3e, 4e classe, donc tu l'as dit, 750 € d'amende. Il y a quand même une possibilité qui, le cas échéant, peut être dissuasive, mais resterait à voir si elle pourrait effectivement fonctionner. C'est qu'en droit pénal, par dérogation au principe du non-cumul des peines de même nature, on peut cumuler entre elles les amendes contraventionnelles. C'est-à-dire que virtuellement, sur un élevage industriel, par exemple, de 2000, 2000, 3000, 5000 têtes, on pourrait imaginer multiplier l'amende de 750 € par 1000, 2000, 3000, 5000, etc. Sauf à faire valoir une jurisprudence qui nous expliquerait que ce serait une faute pénale unique et que donc le cumul serait exclu. Mais donc, voilà, il y aurait peut-être cette possibilité-là, au-delà du montant effectivement assez dérisoire de l'amende prévue, de cumuler donc ces aspects, de cumuler les amendes en fonction du nombre de manquements constatés sur autant d'animaux. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect un petit peu plus global, c'est que ça pose une première question en termes d'effectivité, qui est de savoir si, dans le fond, quand une règle est sanctionnée, elle est effective. Alors pour certains, oui, c'est-à-dire que le fait de sanctionner, de constater le non-respect de la règle, c'est une manière de la rendre effective. Mais si on raisonne sur nos problématiques de bien-être animal, on est bien obligé de se dire qu'à supposer même
que l'effectivité soit garantie, ça n'est qu'une effectivité purement théorique. En ce sens qu'on a rappelé la règle, on a rappelé sa violation, mais concrètement, dans les faits, le bien-être animal n'a pas été respecté, etc., etc. Donc, il y a ce premier décalage, mais on va y revenir, hein, entre ce qui pourrait être une effectivité purement théorique, hein, des textes et une effectivité pratique qui, elle, se rapporte moins à la règle que à ses bénéficiaires ou destinataires. Donc, voilà, on commence déjà un petit peu, le mot est lancé, hein, à évoquer la pratique. On va de plus en plus, je pense, évoluer vers elle dans cette table ronde-là. Peut-être quelques mots avant, si vous le souhaitez. Alors, je redonne à nouveau la parole à Frédéric Laloy et Fabien Marchadier, mais une fois encore, Estelle Prié-Ducasse peut tout à fait intervenir si elle le souhaite. Quelques mots sur... Voilà, tu l'as signalé, Fabien, déjà sur les recours en manquement qui sont très pauvres, mais sur les facultés d'accès du public à ces informations-là qui, dans le fond, sont... c'est difficile, dans le fond, de se renseigner aussi sur ces actions en manquement ou sur la question de savoir si les transpositions sont effectives, totales, partielles, etc., etc. Donc, il y a potentiellement beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire. Donc, il y a accès au grand public, résultats d'inspection, sanctions. Je commence peut-être par le dernier point, l'accès au grand public, hein, qui est... alors, donc, par rapport aux informations donc, qui sont disponibles, donc, il y a ce qu'on appelle les vade-mecum d'inspection. Hein, donc, il y a les directives qui sont transposées en arrêté ministériel. Ensuite, il y a la question de comment on interprète sur le terrain quand on est en élevage, où est-ce qu'on met le curseur, conforme, non conforme, mineur ou moyen, majeur. Et donc, pour chaque catégorie d'espèces, on a des vade-mecum d'inspection. Et donc, sur une réglementation porc qui va faire, je ne sais plus, une dizaine de pages, eh bien, on a un vade-mecum d'inspection de 140 pages, avec un certain nombre de précisions. Ces vade-mecum, donc, qui explicite comment on évalue du coup le respect de la réglementation. Ils sont en ligne. Ils sont en ligne, hein, sur l'internet, sur le site internet du ministère de l'Agriculture. Ensuite, donc concernant les résultats des inspections, alors il y a un certain nombre d'informations. Donc vous en trouverez par exemple dans le rapport d'activité de la DGL, hein, de la Direction générale de l'alimentation, à laquelle j'appartiens, et encore un peu davantage dans donc ce qu'on appelle le PNCOPA, donc le plan national de contrôle officiel pluriannuel. Je me suis amusé tout à l'heure, hein, vous tapez sur Google donc un plan national de contrôle officiel pluriannuel et vous tomberez directement sur la page correspondante. Et donc là, vous allez retrouver pour chaque année, pour donc le nombre de contrôles protection animale en élevage, avec les non-conformités mineures, moyennes, majeures et les suites qui ont été données, avertissements, mise en demeure, procès-verbaux. Donc ça, ce sont des informations disponibles. Dernière information disponible, en tout cas que j'ai en tête, ce sont les rapports d'audit de l'Union européenne. Donc, nous inspectons les éleveurs, mais nous sommes inspectés nous-mêmes par la Commission européenne qui vient vérifier donc, que les règles, hein, que les directives sont bien appliquées sur le terrain. Hein, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en élevage pour voir comment on procède. Et donc là, on a des rapports, des conclusions. Donc, hein, il y a ce qu'ils appellent des recommandations, mais on va dire, hein, qui seraient quelque part des mises en demeure pour nous d'application de la règle au plus vite. Donc, lorsqu'il est jugé que nous ne l'appliquons pas correctement. Et donc, ces rapports d'audit sont également publics. Voilà. Et donc, très concrètement, par rapport à ça, eh bien, lundi
lundi prochain, nous allons passer un oral. Donc, je vais passer un oral avec la Commission européenne qui va nous demander où on en est justement sur un certain nombre de recommandations que nous n'avons pas encore levées. Voilà, donc il y en a une, c'est sur les aires de grattage et picotage dans les élevages de poules pondeuses en cage. Et donc une autre par exemple sur la problématique de la codectomie en filière porcine. Voilà. Donc lundi prochain, nous allons être interrogés là-dessus et donc ensuite tout ça est public. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Fabien Marchadier ou Estelle Prié-Ducasse souhaitent ajouter quelque chose? Il y avait peut-être un point, mais alors c'est presque moi qui demanderais un point d'information sur ce point-là, qui avait été soulevé lors de nos échanges pour préparer un petit peu cette table ronde. C'est le décalage qui peut exister entre les sanctions qui sont prévues pour non-respect des règles de l'Union et les sanctions qui peuvent être le cas échéant fulminées à l'encontre de ceux qui dénonceraient ces manquements-là. On a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui de l'association 214. Je ne sais pas ce qu'il en est résulté finalement de cette loi sécurité globale devant le Conseil constitutionnel et les sanctions qui sont prévues donc en cas d'intrusion dans des établissements d'élevage, etc. Je ne sais pas si Fabien, tu aurais un élément à préciser. Oui, ça va. Disons que ça c'est survenu au cours de la discussion du texte sur la sécurité globale, qui a déjà fait beaucoup parler de lui depuis longtemps. Et puis là, voilà, il a été prévu d'ajouter, de modifier les sanctions en cas de violation de la propriété, et notamment pour ceux qui pénétreraient sur les élevages privés. Et on serait passé à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, comme c'était attendu, le Conseil constitutionnel a estimé que c'était un cavalier. Bon. Et comme l'a fait remarquer le professeur Marguenot, le propre d'un cavalier, c'est qu'il peut revenir sur un autre cheval. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que ce serait assez curieux que ceux qui méconnaissent les règles soient exposés à une amende de 4e classe et ceux qui dénoncent la violation de ces règles s'exposent à une sanction de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il y a un côté disproportionné ici, là, contrairement justement à ce qui est prévu par l'acte de l'Union, qui apparaît assez nettement. Ceci étant dit, le temps passe, il est presque 16h15, donc je propose d'en venir au deuxième temps de la table ronde, qui est certainement celui qui intéressera le plus le public qui nous écoute. Donc sur les règles de l'Union et l'effectivité du bien-être animal, je dirais très peu de choses là-dessus, si ce n'est que là vraiment on va basculer de la théorie à la pratique, sur la question des inspections et des contrôles. À l'issue de la table ronde, je me permettrai peut-être simplement de suggérer une interrogation, une réinterrogation même de la notion de bien-être animal. Mais pour l'instant, je voudrais surtout laisser la parole aux panélistes et en priorité à Madame Prié-Ducasse, donc qui va pouvoir nous parler de sa pratique. Oui, bonjour. Merci pour cette parole. Donc moi, j'étais invitée ici en tant que vétérinaire à votre colloque et je vous remercie. On m'a demandé d'être très pratique et donc d'exposer très clairement le rôle du vétérinaire. Je souligne au passage que la possibilité pour les vétérinaires de s'exprimer ou en tout cas de s'affirmer dans la protection animale ne pourra passer que par une connaissance en droit, puisque comme tous, on aura besoin de s'appuyer aujourd'hui sur ce qui existe et sur les textes présents. Et donc notre pratique, notre ressenti, nos intuitions ne suffisent plus pour aujourd'hui s'exprimer. Aujourd'hui, le rôle du vétérinaire, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux défini et qui, en tout cas, en ce qui concerne la protection et le bien-être animal, est quelque chose qui a été officiellement validé par la modification du Code de déontologie en 2015, qui jusque-là ne laissait pas, n'autorisait pas l'ordre à s'exprimer, l'ordre des vétérinaires à s'exprimer sur ce sujet. C'est désormais chose faite. Et donc, depuis 2015, une commission qui s'est appelée Bien-être animal, puis éthique animale, puis protection animale. Elle a changé de nom au fur et à mesure du temps où il fallait trouver sa place pour se positionner. Aujourd'hui, communique et peut parler très clairement du rôle de sachant,
du vétérinaire et surtout de son rôle de sentinelle en termes de bien-être animal. Comme Frédéric Laloy l'a dit, il y a des contrôles. Certains de ces contrôles sont faits par les vétérinaires au sein des services publics, mais les vétérinaires libéraux participent aussi, libéraux ou salariés, mais en tout cas du privé, participent aussi à la surveillance ou en tout cas au fait d'être attentif et sentinelle du respect de ce bien-être animal. Alors, on a parlé beaucoup d'animaux de production, puisque j'ai bien compris que comme nous étions dans le cadre du droit européen, on parlait essentiellement d'animaux de production. Et donc, je pensais que c'était intéressant d'évoquer avec vous justement l'effectivité du bien-être animal et donc à quel niveau les vétérinaires pouvaient participer ou en tout cas jouer leur rôle pour appliquer les lois, puisque étant une profession réglementée, nous devons obéir à différentes réglementations, le code de déontologie en premier, mais aussi le code rural et en particulier une mission qui nous est attribuée par l'ordonnance de 2011 qui définit que selon l'article L203.6, dans le cadre de son habilitation sanitaire, le vétérinaire doit déclarer, signaler tout danger en ce qui concerne les populations et les dangers également sur les animaux. Donc, on s'appuie essentiellement sur cet article pour promouvoir, faire connaître dans le rôle des missions sanitaires du vétérinaire ce rôle de signalement en ce qui concerne le bien-être animal. Et donc, différentes choses ont été mises en place en partenariat également avec la DGAL, en particulier donc les cellules opérationnel de dépistage pour essayer d'être présent de façon préventive lors des situations critiques dans les élevages. C'est à cette occasion d'ailleurs que nous étions rencontrés avec M. Laloy lors de la présentation de ces cellules opérationnelles et de leur mise en place. Et donc, en particulier, le vétérinaire traitant d'élevage peut être amené à participer à des actions départementales pour contribuer à limiter les phénomènes de maltraitance en élevage dans un système de cellules qui intègre aussi la réalité sociale et économique de l'éleveur. Donc, il y a aussi là une vraie transversalité et en l'occurrence essayer d'agir avant, puisque comme vous venez de le dire juste avant, une fois que la maltraitance a eu lieu ou en tout cas que l'acte de maltraitance a déjà eu lieu, c'est trop tard pour l'animal. Donc l'idée étant d'intervenir en amont. Et en cela, le vétérinaire peut jouer un rôle essentiel puisqu'il est présent dans l'élevage et donc peut être tout à fait à même de dépister précocement des signes qui font qu'on pourra intervenir en amont. Je souligne au passage également le rôle essentiel des associations de protection animale comme l'OABA qui interviennent également à ce niveau-là. Malheureusement, quand ils doivent intervenir, c'est que il n'y a pas eu de solution avant pour sauver l'élevage et faire en sorte que les animaux restent dans leur élevage. Mais on est vraiment dans des systèmes de réseau et de travail en concertation. Donc les vétérinaires sont sur le terrain et c'est vrai que j'avais envie d'évoquer des choses qui sont très concrètes et donc en particulier donc ce rôle sentinelle qu'on essaye de promouvoir au maximum. Il y a toujours ce problème humain de termes qui doit se différencier entre signalement et dénonciation. C'est un vrai problème humain. De la même façon, au niveau de l'ordre, on communique le plus possible pour essayer de faire entendre qu'un signalement peut parfois sauver une vie, mais aussi sauver des animaux. Mais c'est quelque chose qui, dans la pratique, sur le terrain, est aujourd'hui vraiment au cœur du système. Et si effectivement il y a des contrôles et des sanctions derrière, eh bien, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un lanceur d'alerte et les formes de signalement ne sont pas encore tout à fait
acquise et effective parce que il faut créer des réseaux, que ça fonctionne et que derrière le rôle du sentinelle soit mis en valeur plutôt que reproché. En ce qui concerne les animaux de rente, de façon très concrète, je ne sais pas si c'est exactement ça que vous attendez de moi. Puisqu'on parle d'effectivité sur le bien-être des animaux, des exemples très, très précis, on l'a évoqué ce matin par rapport aux filières. Les vétérinaires sont confrontés chaque jour dans leur pratique à de vrais dilemmes. On en a parlé avec les problèmes économiques, sur les contraintes associées aux éleveurs et de façon générale au marché. Aujourd'hui, dans les filières, dans les filières de production, elles ne sont pas organisées, même en étant en application de la loi, pour faire en sorte d'éviter d'avoir ce qu'on appelle des non-valeurs économiques. Les non-valeurs économiques, ce sont les productions de ces animaux qui font que, pour faire du lait, il faut un petit veau. Pour faire du lait de chèvre, il faut un petit cabri. Et pour produire du porc à un coût raisonnable et dans des quantités aussi astronomiques qu'aujourd'hui, il faut produire beaucoup de porcelets puisqu'il y a une forte mortalité. Et les vétérinaires se retrouvent au bout de la chaîne à devoir faire face à des éleveurs avec des animaux en surnombre. Et ces animaux en surnombre, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue qui permettent en élevage de les intégrer et de les faire vivre de façon correcte en termes de bien-être animal. Donc on se retrouve dans des situations où pour que ces animaux soient mis à mort dans des conditions, on va dire, acceptables, on arrive à des situations où le vétérinaire doit euthanasier des animaux jeunes en bonne santé. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je souhaitais évoquer aujourd'hui parce que ça, c'est la réalité du terrain, malgré des règles qui visent à protéger les animaux de rente et les animaux de production en général. Donc voilà, ça c'est le contraste saisissant de l'exercice aujourd'hui. En abattoir, ça a été dit, et je pense que c'est bien de l'avoir dit, il y a également des vétérinaires qui sont là, qui sont des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il ne faut pas oublier que les vétérinaires ont un rôle en santé publique et que cette santé publique, elle concerne l'alimentation de la population et à laquelle on a ajouté cette mission de bien-être animal et d'être, garant du bien-être animal. Mais parfois ça s'oppose et parfois on ne donne pas forcément les moyens de faire les choses ou en tout cas de remplir toutes les missions correctement. En abattoir, comme ça a été dit tout à l'heure, vu le nombre de vétérinaires, bien effectivement la priorité est donnée à la qualité et à la salubrité de notre alimentation et il n'y a pas forcément la disponibilité pour être présent au poste d'abattage en permanence. C'est pour ça qu'il y a eu effectivement ces modifications législatives qui font qu'il doit y avoir un référent bien-être animal dans les abattoirs. Mais en ce qui concerne le vétérinaire en lui-même, il ne peut pas être présent à tous les postes. Et c'est quelque chose qui les touche particulièrement quand effectivement il y a toutes ces vidéos que tout le monde considère horribles. Il n'y a aucune remise en question bien sûr de tout cela, avec une accusation de rien n'est fait, ça n'est pas encadré, ça n'est pas surveillé, on ferme les yeux. Non, c'est juste qu'il y a un manque de moyens. Donc, ça me semblait important puisque les vétérinaires sont présents dans tous les abattoirs. Et donc, c'est vraiment une réelle mission qu'ils font tous et ils n'ont pas forcément les moyens de faire ces missions. Et pour l'instant, ils font au mieux de ce qu'ils peuvent pour que les conditions d'accueil, de déchargement sont très attentifs. Ils participent également dans les abattoirs aux mises en place, aux aménagements, aux conditions d'accueil et aux conditions d'amener jusqu'au site de sacrifice. Ce sont des choses qui sont difficiles, mais vous avez toujours eu des vétérinaires à cet endroit-là, de la même façon qu'il y a toujours eu des vétérinaires également en élevage intensif et qu'aujourd'hui, c'est très difficile
de dire qu'on est vétérinaire dans un système de filière, parce qu'effectivement, avec l'opprobre qui est jeté sur l'élevage industriel, le vétérinaire devient le complice de cet élevage industriel, alors que sans vétérinaire à ce niveau-là, malheureusement, les choses seraient bien pires. Et donc, ils sont tous très impliqués dans les démarches de par leurs compétences en éthologie, en environnement, en zootechnie. Ils ont tous très à cœur, en tout cas, de contribuer à l'évolution de l'élevage, de contribuer aux grilles d'évaluation qui sont citées assez régulièrement dans les contrôles. Les grilles d'évaluation de bien-être c'est leur quotidien. Donc ça, c'est vraiment le rôle réel des vétérinaires en élevage industriel. Donc, ils sont bien présents. En ce qui concerne les transports, ils ont un rôle également en ce qui concerne les certificats d'exportation, c'est-à-dire qu'au moment des chargements dans les camions au départ, il y a des inspections vétérinaires avec des vétérinaires qui suivent des formations complémentaires pour pouvoir être à même de certifier, puisque leur signature les engage, avec toutefois des incertitudes sur effectivement le trajet, le passage des frontières, la destination. Et ça, malheureusement, ne peut pas garantir la façon dont va se dérouler tout le transport. Au niveau de l'Europe, je voulais parler également de la Fédération vétérinaire européenne qui existe et qui travaille beaucoup aussi avec les instances européennes en ce qui concerne les remontées terrain et qui émettent des position papers régulièrement avec des avis, avec des recommandations. Et donc des choses qui doivent aider les législateurs à rédiger des lois qui correspondent à la réalité du terrain. Il y a des recommandations qui sont scientifiques et non pas militantes. Et c'est vraiment la position essentielle du vétérinaire. Hein. C'est un scientifique qui a dévoué sa vie aux animaux et pour lequel leur bien-être et la façon dont on les élève et la façon dont on les traite est l'essentiel de leur métier. Donc, c'est un métier qui, aujourd'hui, en tout cas en termes de production animale, n'est pas très facile à vivre du fait de toutes ces crises sociétales actuelles et qui, en même temps, est essentiel puisque on parlait de neutralité, on parlait de conflit d'intérêts. Je pense que s'il y a dans les acteurs neutres permettant de garantir une qualité ou un cahier des charges et qui engage sa responsabilité, c'est vraiment le vétérinaire de par sa certification totalement indépendante des conditions d'élevage. Il y a un point sur lequel j'aimerais terminer et qui est plutôt positif en termes d'effectivité. Je pense que s'il y a un domaine où la législation européenne a fait beaucoup évoluer les choses, c'est en expérimentation animale, puisqu'effectivement, les vétérinaires sont également présents dans tous les établissements où se pratique l'expérimentation animale. Ils participent au comité d'éthique qui doivent valider les protocoles. Ils sont responsables également de la réalisation de ces protocoles. Mais en dehors de ces protocoles, ils doivent également prendre soin des animaux qui, je le précise, ne sont pas systématiquement euthanasiés en fin de protocole. Et ils participent donc à leur bien-être et à leur bien-vivre entre deux protocoles. Et ils participent également je ne trouve plus mon mot, au programme de sauvetage, alors je ne trouve plus mes mots, en fin d'expérimentation, certains animaux ne sont pas euthanasiés et pour autant ne sont plus intégrés dans des protocoles et via certaines associations sont sauvés et on leur donne une retraite. Et il y a énormément de vétérinaires qui sont impliqués dans ces programmes. C'est pas de réhabilitation, mais je ne trouve pas mon mot, donc j'espère que tout le monde a compris. Donc voilà, je tenais à préciser que de ce point de vue, il contribue aussi à
à œuvrer à faire en sorte que la règle des 3 R, donc je rappelle, réduire le nombre d'animaux, raffiner les protocoles, raffiner dans le sens évidemment qu'il y ait le moins de souffrance possible qui soit présente ou remplacer lorsque c'est possible. Les vétérinaires sont également très formés en ce qui concerne la possibilité d'accéder à des médecines alternatives via des diplômes de spécialistes. Donc, ils sont présents vraiment dans tous les domaines où il y a des animaux. Ils sont formés, ils sont compétents, ils sont spécialistes pour la plupart dès que les domaines deviennent vraiment très, très pointus. Et en l'occurrence, contribuent à une santé publique générale et militent pour le One Health avec beaucoup d'énergie, même si ça n'est qu'un mot pour certains, mais se trouvent confrontés en permanence à l'applicabilité de la loi, puisqu'ils doivent jongler en continu entre différentes données, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient liées à la réalité de terrain de l'utilisation des animaux. Merci beaucoup. Donc, je propose peut-être de laisser la parole à Frédéric Lalo, Fabien Marchadier, pour le cas où vous auriez des réactions, peut-être même des questions à poser directement à Madame Prié-Ducasse. Merci en tout cas beaucoup pour votre intervention, parce que c'est toujours très précieux, bon, je parle en tant qu'universitaire, mais voilà, d'avoir un regard auquel on n'a pas accès par nos propres moyens d'information habituels. Donc, merci encore vraiment beaucoup pour votre intervention. Donc, est-ce qu'il y aurait des réactions, des prolongements de la discussion sur ce terrain-là? Donc, oui, donc, alors, quelques réactions, et puis sinon, j'espère qu'il y aura un tout petit moment aussi ensuite pour revenir par rapport à des choses qui ont pu être dites pendant la journée et qui me semblent utiles aussi à compléter. Oui, parce que pour pouvoir rebondir, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses, si c'est possible. Bien sûr. En matière de résultats d'inspection, hein, il y a pas mal de questions et tout au long de la journée, et c'est tout à fait logique où se trouve le curseur du ministère de l'Agriculture. Voilà. Alors, moi, je voulais vous donner donc quelques chiffres du coup en élevage. Chaque année, donc, on a 5000 contrôles, 5000 inspections qui sont faites. Et si on regarde les évaluations, donc là, les chiffres de la dernière année, c'est 55% d'inspections conformes, hein, où donc la réglementation est respectée dans son intégralité, 20% de non-conformité mineure et 25% de non-conformité moyenne ou majeure. Si on regarde maintenant les suites qui sont données, hein, je pourrais revenir s'il y a besoin de précision, il y a 642 avertissements, 624 mises en demeure, 162 procès-verbaux. Alors, que disent ces chiffres ? Je pense qu'on peut leur faire dire tout et son contraire. Donc, hein, il y a un certain nombre de personnes, et avec des arguments tout à fait valables, qui vont dire que ça montre bien que cette réglementation elle est insuffisante ou que son application est insuffisante, que c'est une réglementation qui vient valider les systèmes industriels intensifs. D'autres vont dire aussi, avec des arguments pertinents, que ça montre que la réglementation elle est trop stricte, qu'elle est en décalage, avec la réalité du terrain. J'ai tendance à penser, que la réalité elle est peut-être un peu entre les deux, et je tiens à cette nuance. Je voulais revenir par exemple sur vous donner un chiffre. On a parlé réglementation spécifique, réglementation généraliste. Je vais vous donner les chiffres pour les bovins. Et bien, pour les bovins, c'est exactement les mêmes pourcentages. Donc, on a une espèce qui n'est soumise que à la réglementation générale, sans réglementation spécifique, et on arrive au même pourcentage. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une réglementation spécifique pour les vaches laitières n'aurait pas sa pertinence.
Donc, ce n'est pas mon propos. Bien sûr qu'il y aurait des choses à faire en matière de bien-être animal. Bien sûr que quand on a une réglementation généraliste, on ne prend pas en compte on ne prend pas en compte les spécificités de chaque espèce. Mais juste ce que je voulais dire aussi, et ça me paraît important d'apporter cette nuance, c'est que même avec une réglementation généraliste, eh bien, on peut identifier un certain nombre de problèmes et par exemple, là, c'est dans l'espèce bovine qu'on a les suites les plus sévères qui peuvent aller jusqu'à des retraits d'animaux. Par rapport du coup aux critiques, encore une fois, tout est questionnable et tout est critiquable. Moi, ce qui me semble important, c'est que ce soit toujours basé donc sur des données scientifiques. On sait que l'émotionnel est impactant, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention sur le bien-être animal, de bien partir sur des données scientifiques. Tout n'est pas aussi simple que ce qu'on peut avoir en tête. Si par exemple on regarde les résultats des inspections en plein air et en bâtiment, ça peut surprendre. Il y a autant de non-conformités en plein air qu'en bâtiment. Je ne suis pas en train de dire que le plein air ne présente pas d'avantages, bien sûr, en termes d'expression du comportement de l'espèce, il y en a, mais il y a de sérieux problèmes aussi en plein air, parce que les abris ne conviennent pas, parce qu'il y a des bidons qui traînent, etc. Donc, évitons les visions, en tout cas, simplistes. Autre propos sur lequel je voulais revenir, donc du coup par rapport à l'effectivité, ça a été abordé, donc il y a plusieurs types de suites, réduction des aides, ça peut aller au-delà de 5%, 20%, 100% même des aides. Au niveau des suites administratives, donc il y a les avertissements, les mises en demeure. Une mise en demeure, ça veut dire qu'on ne lâche pas l'éleveur tant qu'il ne s'est pas mis en conformité. C'est différent d'un rappel réglementaire. Et donc les suites pénales, les procès verbaux. Et puis donc ça peut aller jusqu'au retrait d'animaux. Alors donc par rapport à tout ça, qu'en est-il côté ministère de l'Agriculture? Alors il y a des critiques à faire, mais je dirais en tout cas, pour reprendre que les termes que j'ai entendus, ça bouge. En tout cas, ça bouge, y compris au niveau du ministère de l'Agriculture. Clairement, je vous laisse regarder les chiffres, mais les mises en demeure, le nombre de mises en demeure, le nombre de PV, le nombre de retraits d'animaux, ça a plutôt tendance à augmenter. Oui, c'est vrai, il y a des sujets sur lesquels manifestement les sanctions n'étaient peut-être pas assez dissuasives. Un exemple, les matériaux d'enrichissement pour les porcs, où sur une réglementation de 2003 jusqu'il y a un an, on avait 30% de non-conformité et ça n'évoluait peu. Bon, eh bien, on a pris une instruction et là, pour dire, maintenant, quand il y a pas de matériaux d'enrichissement, c'est mise en demeure, mais procès verbal direct. Voilà. Donc, en tout cas, donc les choses évoluent, y compris au sein du ministère de l'Agriculture, parce que c'est en lien avec la pression sociétale. Un point important, et là je rebondis du coup sur le propos de Madame Priest-Ducasse, c'est que c'est l'importance de travailler ensemble. Si on regarde les inspections, il y a une limite, il y a une limite forte, c'est que la pression d'inspection, elle est de 1%. Par an. Donc, c'est-à-dire que nous allons voir chaque année 1% des éleveurs. Bon, donc forcément, là, on a une limite importante. Et donc, il est essentiel d'agir ensemble. Les vétérinaires libéraux donc, sont des acteurs clés du bien-être animal. Bon, les vétérinaires des services vétérinaires, bien sûr, mais donc les vétérinaires donc, libéraux sont des acteurs clés. Ce sont des acteurs quotidiens des éleveurs. Ce sont donc des personnes qui ont un bagage scientifique et donc ils vont expliquer à leur façon aussi tous les aspects importants du bien-être animal. La profession agricole, les techniciens des groupements, des chambres d'agriculture. Et en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que lorsque le vétérinaire, le technicien, l'inspecteur ont le même discours, chacun bien sûr avec sa casquette, l'inspecteur il est là pour contrôler, le vétérinaire, le technicien pour conseiller, pour expliquer, eh bien les choses avancent, et les choses avancent dans la compréhension
Les éleveurs, sauf vraiment exception, on va dire, hein, ils aiment, ils aiment leurs bêtes, mais ils ont besoin de comprendre. Ils ont aussi besoin de comprendre pour avancer. Et donc moi je tiens vraiment à insister sur l'importance du dialogue, sur l'importance d'aller dans le même sens, sur l'importance de l'accompagnement des éleveurs. Le bâton, c'est bien. Donc, hein, on va dire, hein, c'est mon travail. Oui, le bâton, c'est indispensable, bien sûr. Et peut-être qu'on pourrait mieux l'appliquer. Mais c'est pas le bâton seul, c'est pas le régalien seul qui va tout changer. Il y a besoin de travailler ensemble. Et dernier propos sur lequel je voulais revenir, hein, ça a été abordé, c'est sur la gestion des cas de maltraitance animale. Alors, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde parce que moi, en tout cas, avant de prendre mes fonctions, je n'avais jamais vu ça. Pourtant, hein, j'ai étudié l'élevage. Juste en 2 mots, dans chaque département, chaque année, il y a quelques élevages où il y a, je vais parler crûment, hein, où il y a des animaux qui crèvent à petit feu, de faim, de soif, d'absence de soins. C'est ça la maltraitance animale en élevage. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que les éleveurs sont tortionnaires? Dans une infime partie des cas, oui. Mais le plus souvent, c'est quoi? C'est des personnes qui partent en vrille. Ça leur arrive, ça peut nous arriver, à vous, à moi, demain. C'est des situations, c'est une misère humaine inimaginable. Hein, moi la première fois que j'ai vu, ça m'a rappelé Zola, l'Assommoir. Hein, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont pu lire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc d'un point de vue bien-être animal, c'est terrible. Vous imaginez des animaux qui crèvent à petit feu, hein, dans 1 mètre de fumier de lisier, à petit feu. Et donc, par rapport à ça, eh bien, en général, les réactions vis-à-vis des services vétérinaires, c'est d'abord, mais que fait l'État? Il y a ça, et vous intervenez pas dans la minute pour y mettre fin. Et puis, malheureusement, donc, hein, quand il n'y a pas de solution qui ont été trouvées, là, donc, ça va se traduire par un retrait d'animaux qui, in fine, va se traduire en général par une mesure de confiscation. Et puis là, on nous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, l'État? Vous avez retiré l'outil de travail à ce pauvre bonhomme? Vous lui avez retiré son âme? Il est détruit, et puis parfois d'ailleurs il s'est suicidé entre-temps. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple parce que vraiment là dans ces cas-là, il y a bien sûr bien sûr un drame d'un point de vue bien-être animal, mais il y a souvent des drames sur le plan humain et en particulier dans ces cas, donc d'une manière générale, mais encore plus dans ces cas, l'importance de travailler ensemble, l'importance du travail de prévention. Et donc, les vétérinaires jouent un rôle clé, la profession agricole également. Et puis, malheureusement, lorsque la prévention ne marche pas, eh bien, il faut agir, il faut pouvoir agir plus rapidement que nous ne le faisons aujourd'hui. Nous agissons déjà plus rapidement aujourd'hui que nous ne le faisions hier, mais aussi en prenant en compte l'humain. Et donc là, ça veut dire travailler main dans la main, et y compris avec des associations de protection animale telles que l'OABA, sans lesquelles donc ce travail serait totalement impossible. Voilà. Et en tout cas, moi, c'était le point sur lequel je voulais insister, plutôt que de voir nos différences. Bien sûr qu'entre associations de protection animale et organisations professionnelles agricoles, il va y avoir des visions différentes, bien sûr. Mais moi, dans mon travail au quotidien, ce que je vois, c'est que quand on arrive à discuter, quand on arrive à échanger sur des bases factuelles, sur des données scientifiques, on arrive à avancer, et c'est comme ça qu'on fait avancer le bien-être animal, chacun avec nos outils. Merci beaucoup. Alors, le temps avance beaucoup. Je vais renoncer, je pense, à la petite ouverture que je voulais faire en fin de table ronde. J'ai vu qu'Estelle Prié-Ducasse avait levé la main. Je vous donne la parole tout de suite, et puis ensuite, je la passerai à Fabien Marchalier. Merci. Oui, je voulais vraiment rebondir sur les propos de Frédéric Laloy. La concertation, très clairement, et la concertation effectivement au niveau de la prise en charge du bien-être animal, mais la concertation avec vous, les juristes, parce que effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de lois
qui protègent ou veulent protéger. Et tout à l'heure, on a parlé d'intégration, mais à un autre niveau, c'est-à-dire de l'intégration dans le droit français du droit européen. Je pense qu'il faut aussi parler de l'intégration du droit dans le quotidien, dans la réalité, dans les pratiques. Et ça prend aussi énormément de temps de faire connaître les lois, de faire connaître les règles et de les faire descendre pour leur application jusqu'aux personnes directement concernées. Et ce sont de longues filières avec beaucoup d'intervenants et les informations mettent du temps à descendre jusqu'en bas. Et il y a effectivement un très gros travail au niveau des comment dire, des contrôles, hein, et donc des ministères et des agents de l'État jusque dans les départements. Mais il faut aussi un gros travail pour aller jusqu'aux personnes concernées, en particulier les vétérinaires, qui, bien qu'informés de la législation, l'apprennent aussi au fur et à mesure. Et cette notion de temps, on a l'impression que quand une loi est adoptée, il faudrait que le lendemain, tout le monde l'applique. Et ça, c'est très compliqué. Donc, je pense que parfois, on n'a pas forcément attendu, ou on ne laisse pas forcément le temps à une loi d'apporter le bénéfice attendu avant d'en rajouter une autre, qui va peut-être des fois un peu modifier celle que tout le monde n'avait pas encore intégrée. Donc, ça, c'était une petite remarque avec très pragmatique. En l'occurrence, je vais profiter d'avoir la parole et qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour répondre très rapidement à la question qui est apparue concernant le marteau et l'enclume et le pouvoir de dénonciation et de production d'attestation. C'est une question de Madame Delmas. Ça me semble important de répondre à cela. Oui, effectivement, les vétérinaires, je l'ai cité, je l'ai dit, ont comment dire, peuvent signer des certificats avec une validité qui engage leur expertise et leur indépendance. Oui, selon la réglementation, ils ont l'obligation de signaler, comme je l'ai précisé également, via en particulier l'habilitation sanitaire qui leur est délivrée par l'État et qui les oblige à effectivement signaler les situations de maltraitance, mais le parcours de signalement passe par les services départementaux. Et aujourd'hui, là, on parle d'effectivité aussi, et ça n'est en aucun cas une critique ni un reproche des services départementaux de l'État en la question, puisque là aussi, on a un vrai problème de moyens. Mais oui, les vétérinaires ont l'obligation et leurs certificats ont une valeur. Et ils s'en servent. Et donc, si oui, en théorie, est-ce que c'est fait dans la réalité? Oui. Et si ce n'est pas fait dans la réalité, je vous ai parlé tout à l'heure du bémol concernant la nuance entre signalement et dénonciation. Et quand on est vétérinaire et qu'on va chaque jour dans un élevage où, comme vient de le dire Frédéric Laloy, la misère est grande, le vétérinaire hésite parfois effectivement à rajouter une couche à la misère en allant signaler une situation difficile. Et le travail de fond qui se fait en ce moment, c'est de faire prendre conscience aux vétérinaires grâce au travail en concertation avec les services sociaux lors de retrait d'animaux ou lors de prise en charge ou en tout cas de surveillance par les services de l'État, où il y a toute une série de mesures de protection qui sont mises en place pour les éleveurs, mais malheureusement, on ne peut pas toujours faire tout contre la misère humaine, et parfois les situations dramatiques peuvent laisser des traces aussi à ceux qui ont signalé, et en particulier aux vétérinaires qui se reprochera longtemps le suicide de l'éleveur pour lequel il a signalé une situation difficile. Bien, merci beaucoup. Alors, bon, au-delà de ces réalités très très difficiles, qu'elles soient animales ou humaines, bon, je retiendrai aussi peut-être plus juridiquement encore la problématique de l'intégration que vous avez évoquée. Effectivement, bon, intégrer la norme dans le droit interne, c'est une chose. Faire intégrer la norme interne dans les conduites individuelles, c'en est encore une autre. Et effectivement, le décalage qui existe entre les deux est certainement, j'en doute pas, très très important en pratique, en termes de temps, notamment, vous l'avez souligné. Bien, parfait. Bah, écoutez, je vais tous les trois vraiment beaucoup vous remercier pour
votre participation à cette table ronde. Donc pour ma part, j'avais simplement deux remarques finales à faire, mais je vais le faire de façon très très expéditive, vous m'en excuserez par avance, mais les échanges de la table ronde et puis plus largement les échanges de la journée me font vraiment m'interroger en fait sur un problème qui est purement sémantique. Dans le fond, est-ce que le bien-être animal tend bien à désigner ce à quoi il renvoie dans les textes, et est-ce que sur la base de ces textes-là, il est bien possible d'atteindre le bien-être animal? Cette idée dans le fond que le bien-être ce serait une absence de souffrance, une absence de maladie, une absence de privation, de soins, etc., etc. Est-ce que en soi, est-ce que c'est bien ça? C'est certainement de la bientraitance. Est-ce que la bientraitance est synonyme de bien-être animal? Je ne sais pas. Dans le fond, est-ce qu'on ne serait pas confronté à un constat d'ineffectivité systématique à partir du moment où on part du principe que le bien-être animal, c'est encore autre chose, que c'est plus que ce qu'on nous demande dans les textes? Bien sûr que l'absence de maladie, de souffrance, de faim, de soif, qu'un minimum de liberté, c'est nécessaire au bien-être animal. Mais pour autant, est-ce que c'est suffisant à atteindre ce bien-être-là? C'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai pas du tout de réponse, mais voilà, ce serait peut-être le constat le plus terrible, c'est que dans le fond, cette notion qu'on mobilise, on ne peut jamais de toute façon l'atteindre, parce que dans les textes, on ne cherche pas, en fait, on cherche à atteindre autre chose, peut-être de moins ambitieux, qui serait peut-être simplement l'absence de maltraitance ou la bientraitance, mais pas le bien-être au vrai sens du terme. Et c'est une interrogation qui est la mienne, que voilà, je soumets à tout le monde, mais bien sûr sans imposer une quelconque réponse définitive. Merci encore vivement à tous les trois pour cette table ronde.